Bonjour à tous. Au nom du Point, je vais vous dire combien on était heureux d'accueillir le grand héros de cette 4e rencontre internationale. Après un beau programme, Rao Pingrou, Zéro Calcaire, Herman, maintenant un mythe américain de la bande dessinée. Le grand auteur de Ghost World, Dan Clowes, est avec nous. Je vous demande de l'applaudir. Please have a seat. Good afternoon. I believe there are a lot of Americans, or a fair share of Americans in the audience. So I'm Miceal, the translator. Let's see the hands. And be glad to help out. There's so happy two. to have him here. Alors un petit mot quand même, Romain Brethes qui s'occupe de la bande dessinée au Point. Un petit mot sur Dan Clowes. Comment il représente quoi Dan Clowes dans la bande dessinée? Alors Dan Clowes dans la bande dessinée, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas si le mot lui plairait, mais c'est un monument de la bande dessinée américaine. J'ai même pas envie de dire la bande dessinée indépendante américaine. Un monument, a monument. Monument. Okay for you? Yeah, does that go Monument. for you? Monument of the comic book world. I like that. Like a statue. Yeah, yes, You like that? Yeah. I'm calcified. Calcifié, super. Donc ça va, on peut y aller sur monument. Voilà, de la bande dessinée. Donc j'ai pas envie de dire indépendante, j'ai envie de dire de la bande dessinée tout court, Oui. américaine. Donc qui vient, qui a publié pas mal d'albums. On reviendra sur cette carrière. David Boring, Ghost World, évidemment. Sur son rapport, on reviendra sur son rapport à l'Amérique d'aujourd'hui aussi. Je crois qu'il a peut-être des choses à dire sur l'Amérique d'aujourd'hui. J'espère qu'il a des choses à nous dire. Et on va évoquer bien sûr, et on va peut-être même commencer par là, son dernier album qui est tout fraîchement sorti et qui s'appelle Patience. So we're going to first speak of Patience, your last Voilà. graphic On va novel. faire en fait comme le héros de Patience. En fait, on va revenir en arrière, on va revenir dans le temps. We're going to do like the hero of Patience, we're going to go back in time. I think he actually goes forward in time, but that's all right. En fait, c'est plutôt aller en avant dans le temps, mais c'est parfait. Can we go to 5:30 and then we can start? Est-ce qu'on peut accélérer? Alors justement, Dan Clowes, cette histoire de voyage dans le temps, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur justement ce voyage dans le temps? So time travel is something new that we haven't seen in your other books so far. So what gave you the idea of actually working on that theme? Well, I think of time travel in sort of mythic terms. You know, it's not I don't think of it in terms of the science of it. I have no interest in the physics of how it's done and figuring out all that kind of stuff, or the paradoxes of time travel. I was interested in it as a metaphor, as a way to experience the idea of an older version of a person talking directly to a younger version of a person. Donc ce qui m'intéressait, c'était le voyage dans le temps plutôt que du point de vue mythologique, pas du tout de la technologie. Je me suis pas du tout intéressé à la science, au paradoxe temporel, à tout ce côté scientifique de la chose. C'était plutôt sur le plan métaphorique que ça m'intéressait, et avec notamment la confrontation d'une personne d'un certain âge à lui-même plus jeune. Donc c'était ça qui était intéressant. Vous avez utilisé l'adjectif mythologique à l'instant pour qualifier ce voyage dans le temps. Qu'est-ce que vous entendez par mythologique? Est-ce qu'il y a des paradigmes littéraires qui vous ont inspiré? Oh, and what did you exactly mean by the mythology of time travel? Are there different literary paradigms that influence you in any way? No, I'm thinking of it more as an archetypal part of human thought, something that we all have considered. I'm sure people before there were novels about time travel thought, what if I were back when I was a child? What if I could have met my great-great-grandfather? Things like that were time travel without using that term. And it's one of those things I believe runs through every person's head. You know,
all our memories are basically time travel. Everything that we go through comes back at some point in some other form as a form of time travel. And even working on the book, which took me 5 years, I would look at certain pages and think of the day that I drew that, and I was experiencing a weird kind of time travel during that. Mm-hmm. Et, en fait, ce qui m'intéressait, c'était cette pensée archétypale qui est en chacun de nous, qu'on n'appelle pas en fait voyager dans le temps, mais qui est si seulement je pouvais revenir en arrière, si je pouvais revivre quelque chose différemment. Et par conséquent, c'est quelque chose que nous avons tous en nous et auquel nous pensons. Et tous nos souvenirs eux-mêmes sont une forme de voyage temporel. Et ce qui est intéressant, c'est que même au cours de l'écriture de ce livre, qui m'a pris 5 ans, là aussi, que ce soit sur des planches, le scénario lui-même, les différents aspects de ce livre, il y a ce côté retour en arrière, réexamen, voilà. Donc c'est vraiment sur l'archétype, c'est ça le point de vue mythologique. Le rapport au passé, justement, là on a presque l'impression qu'il est aussi question d'un thème qui revient régulièrement dans l'ensemble de vos livres, c'est le motif de la nostalgie. Quels que soient les âges d'ailleurs, on le verra dans Ghost World, Rebecca et Enid sont déjà nostalgiques d'un certain âge, ou alors dans Wilson ou dans Mr. Wonderful, on a des personnages plus âgés qui reviennent aussi sur leur passé. Il y a toujours un rapport au passé finalement dans votre travail et à la nostalgie. But so in those terms of time travel, as you just explained to us, there is this relation to the past actually in a lot of your books, this idea of nostalgia. For example, Enid and Rebecca in Ghost World have this nostalgia of a certain time. They're not living in it. In Wilson as well. So this is a theme that actually comes back a lot that you're interested in. Yeah, I mean it's an impulse in myself that I'm not proud of. You know, I have a certain love for older films. Older books, older comics, although I like a lot of new things too, but there's a certain charm in, and especially in dead authors, you know, they can't, you know, tweet negative things at you, you know, dead authors are, you know, you don't have those kind of associations you have with living authors who always disappoint you. So there's something about you know, that world that I've always found appealing, but I also find that not an admirable quality in myself. I'm always trying to live in the present, live in the moment, and I think that's a lot of what patience is about. You know, it's someone who's obsessive about his past to the point that he's living in this insane present when he finally gets, you know, goes to the future, and it's almost like he's living in the middle of a tornado. Okay. Alors, effectivement, c'est vrai, c'est une pulsion presque malsaine chez moi que j'essaye de corriger, d'aimer en fait les films du passé, les livres du passé, et j'ai une affection toute particulière, pour les auteurs morts. Parce qu'ils ont ce grand avantage de ne pas envoyer de tweets négatifs, forcément. Donc, naturellement, j'ai une grande affection pour ça. Parfois, j'essaie de me corriger et j'essaie de vivre dans le présent. Et effectivement, c'est intéressant que ce personnage, mon personnage principal, effectivement est un petit peu bloqué quand il va dans le futur, venant du passé. Il est bloqué dans une sorte comme dans une faille temporelle, voilà, où se répète, il n'arrive pas à en sortir. Et donc, effectivement, ce rapport présent-passé est intrinsèque à mes livres. Donc, Patience a pris 5 ans. Je crois que pendant cette période, vous avez notamment travaillé sur une rétrospective de vos travaux, dans le cadre d'expositions, je crois, à Chicago notamment. Vous avez aussi travaillé sur l'intégrale de 8 Balls, donc une intégrale. Donc je crois que c'était en même temps que vous travailliez sur Patience.
vous étiez en contact avec votre propre passé artistique? Est-ce que ça a joué finalement sur la composition de Patience? That actually, during the 5 years that Patience took to create and finalize, you were also curating an exhibition on your own past. That is your former work in Chicago, and you were also that way re-examining. I think that's the question. Your own past. Well, that's where the book began, because I make a point to never look at my older work. I try to just, send it off into the world, and then, goodbye, send me money. And so here was the first time really in my life that I sat down with over 25 years of work and looked at everything and saw this progression, and saw I was really speaking to a younger version of myself, and having arguments really with that person, and feeling sort of competition with them, and then a certain amount of empathy for them, and connecting with them, but it didn't feel like the same person at all. I couldn't even process that it was me, and I didn't feel any real connection to it in a certain way, and so that was such a striking experience that I thought, well, there's something to that. Effectivement, Patience est partie de cette idée de rétrospective, de réexaminer mes anciennes œuvres. D'habitude, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas les livres que je viens de faire, je les envoie à l'éditeur, j'attends un gros chèque, et on n'en parle plus. Et alors que là, effectivement, m'était donné pour la première fois de ma vie l'occasion de regarder en arrière, de voir, de contempler ce que j'avais fait sur 25 ans, donc une longue période, un quart de siècle, et je me suis vraiment retrouvé dans cette sorte de dialogue avec un moi-même plus jeune, et on s'est engueulé fréquemment, donc c'était vraiment passionnel, et à l'issue de ces échanges avec mon moi-même plus jeune, est venue l'idée que effectivement cet échange, ce paradoxe, le fait de revenir en arrière pouvait constituer justement l'essor le sujet d'un nouveau bouquin. Alors il y a une planche assez intéressante dans Patience, très psychédélique. Vous avez, Daniel Clowes, confessé une forme d'influence. Je pense à quelqu'un comme Steve Ditko ou Jack Kirby. Ça peut être étonnant. Voilà. Ça peut être étonnant de la part de quelqu'un. Alors Romain ne voulait pas dire de la bande dessinée indépendante, mais que de se référer à un univers du comics beaucoup plus mainstream. Quel est votre rapport aux comics? So in this page, you've actually, it seems, admitted to being under the influence of mainstream comics, Jack Kirby, Steve Ditko, and Romain didn't say earlier on that you were mostly assimilated to independent comics. So what is your actual relationship? Because it's surprising indeed to see this almost psychedelic panel here, and very mainstream in its coloring and layout. So what is your real relationship to mainstream comics? My real relationship to mainstream comics is Steve Ditko and Jack Kirby, and it kind of ends right there. And Steve Ditko's always been among my top 2 or 3 favorite artists, because I think there's an implied content to his work that's not necessarily present in the writing. I've looked through both Jack Kirby and Steve Ditko comics and felt real love and affection for them without reading a single word of dialogue, because that will just diminish the experience. But this kind of thing is me trying to imagine Steve Ditko panels, Jack Kirby panels that I think exist, and then looking through all their work and realizing they don't exist, and so I'm kind of inventing the ones I wish did exist. Donc ma relation avec les comics mainstream, c'est justement un petit peu les 2 noms que vous avez cités, Steve Ditko et Jack Kirby. Steve Ditko notamment, indépendamment du texte, du script, un contenu, on sent qui a vraiment une profondeur dans les planches et dans les cases. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré Ditko et Kirby dans
tout ce qu'ils ont pu dessiner, mais sans jamais lire, avoir besoin de lire une page de texte ou de le relier au script. Donc, quand j'ai effectivement dessiné cette planche, je pensais dessiner du Kirby existant ou quelque chose dans le style du Kirby existant. Et en fait, en regardant, je me suis aperçu que non, cette planche n'existait pas. Et donc, j'ai essayé de faire une planche qui serait du Kirby ou du Ditko. Voilà. Donc, what I was saying earlier about dead authors, one of the only living authors I can think of who that applies to is Steve Ditko, because he is so shut out from the world. He hasn't done an interview since 1964, I think. He's almost impossible to meet. I got to meet him once when I was a very young man, and I went to, had just moved to New York, and I looked in the telephone book and I saw Steve Ditko, artist. And I thought, what, how could it can't be. So I went to the address, and it was a building above a pornographic movie theater. And I'm perfect. And so I went to the lobby, and the doorman said, no, I don't think there's anybody by that name here. And I said, I looked on the board, and here it said Steve Ditko, artist. And he said, oh, I've never met him. I'll take you up. So he takes me up in the elevator and goes, go ahead, knock on the door. And I knock on this door, and the door opens to the chain on the door. It opens it, and he goes, what do you want? And I said, are you Steve Ditko, the comic artist? And he went, slam! And that was my meeting with him. Génial. Donc oui, Steve Ditko est parmi des auteurs vivants le seul qui a peut-être ce statut sympathique que j'accorde aux auteurs morts. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Je venais d'emménager à New York, donc à un moment je prends un annuaire téléphonique et là, à la ligne D, je trouve Steve Ditko, dessinateur. Donc je me dis c'est pas possible, avec une adresse listée. Je me rends à l'adresse, je demande au portier qui me dit « Bah non, je crois qu'on n'a pas de Steve Ditko ici, désolé ». Et j'ai dit « Si, je le vois, là, il y a son nom. » Voilà. Donc le portier, très aimablement, dit bah, « Je vous emmène ». Donc je l'emmène dans l'ascenseur, j'arrive devant la porte, je frappe à la porte s'ouvre avec la chaîne mise. Et Steve Ditko apparaît en disant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je dis monsieur, voilà, vous êtes bien Steve Ditko, le dessinateur. Et slam, hop, la porte se ferme, claqué. Et c'était ma rencontre avec Steve Ditko. Et comment vous expliquez d'ailleurs ce silence dans lequel il se mure, il s'était muré. C'est un peu le syndrome J.D. Salinger, c'est que tout le monde, tous les écrivains du monde veulent voir. Ils se sont heurtés à une porte fermée ou à même pas la porte fermée. Les habitants eux-mêmes voulant préserver le secret. Ça vous intéresse chez lui, ce côté hors du monde, coupé tout lien avec les vivants, chez Steve Ditko? Do you like that Catcher in the Rye, J.D. Salinger syndrome of actually shutting yourself from the world after having produced such fantastic work? Do you like that about Steve Ditko? Since you said, I forgot to translate that earlier, that there's no interview since 1964. Is that something that you like about him? I do, and in fact, I often think I wish I had never appeared in public, never done an interview, and been that person. I would find myself much more compelling than I do now. And once you start to give interviews, then you look at what you've said and you think, oh man, I wish I hadn't said that. I should correct that in the next interview. And then it becomes a lifelong process of saying things you regret and going back and changing them. Voilà, j'aurais effectivement aimé être ce type de s'en faire allumer du monde, de ne jamais accorder d'interview. Le seul problème, c'est que une fois que vous accordez une première interview, vous dites des choses que vous regrettez, et comme il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, donc il faut la prochaine interview pour corriger ce qu'on a dit, et ainsi de suite, et on arrive à aujourd'hui. Alors it's time to correct now. Or to find a time traveling machine. Yeah. On a parlé justement du dessin. Donc on en a un autre exemple ici. Vous disiez que pendant notamment la composition de Patience, vous aviez travaillé sur donc une anthologie de 8 Balls, qui était votre revue,
votre revue graphique que vous avez dessinée entre, je crois, 1989 et 2004. Et justement, quel regard vous portez sur l'évolution de votre dessin? On a ici à l'image des extraits de 8 Balls, précisément. De Art School Confidential, par exemple. Quel regard vous portez sur l'évolution de votre dessin depuis vos débuts dans 8 Balls jusqu'à Patience? Graphically speaking now, concerning your drawing, your actual art, you worked on a compilation of 8 Ball from 1989 to 2004. Looking back at this, or Art School Confidential, what is your today's person, Daniel Clowes, look out on your drawing, on the way you actually moved along and progressed? Well, it's interesting to look at that old work, because I had a very specific idea in my mind of what I wanted the work to look like, and I was just struggling to get it on paper, and you can feel that in the drawing. You can feel this like intense stiffness, and you can just see the sweat beads and at the time I felt frustrated. I felt like this isn't the way I want to be able to draw the way I see it, but it's coming out slightly awkwardly and stiffly, and now I look at that and I see that that is what makes that early work, I think, makes it interesting, is that you feel that struggle and that tense kind of tight grip on the brush. À l'époque, j'ai ce souvenir d'avoir, je m'étais fixé un objectif de type de dessin à atteindre, de qualité de dessin à atteindre, et je n'y arrivais pas, je luttais, on sentait presque dans ces planches les gouttes de sueur, le dessin un peu raide, statique, figé de cette époque-là, donc avec une intensité d'effort énorme. Et aujourd'hui, en regardant justement le travail de cette époque-là, c'est ce qui lui donne en quelque sorte sa légitimité. Voilà, on voit cet effort dedans. C'est quoi, l'effort donne la légitimité? Finalement, il faut qu'un artiste souffre pour que ça soit valable. So, does an artist need to suffer to make it good, to make the work good? Does the legitimacy or value of the art come from the effort that? It's a very European view, 19th century. It is very European. Le artiste maudit. I think you certainly have to exert yourself to the fullest. I can't call any of it. It was very frustrating, but it wasn't suffering by any means. I spent 18 hours a day doing it and loved every minute of it. So it certainly wasn't, the same as starving to death in a Donald Trump's work camp or whatever. But it was. But I think you need to put absolutely everything you can into the work for it to have any kind of value. Voilà. Donc oui, l'idée c'est surtout, outre l'effort, c'est d'aller le plus loin possible dans ce qu'on peut faire artistiquement. Et c'était quand même pas de la souffrance. C'était pas comme travailler, être dans un camp de travail de Donald Trump en train de mourir de faim. Non, en train de construire le mur, par exemple. Voilà, ou de construire le mur. To build the wall. Building the wall. Et par contre, non, c'est vrai qu'il y a cet effort constant qui donne de la valeur. Mais ce n'était pas de la souffrance. Je passais 18 heures par jour à dessiner et j'en adorais chaque minute. Est-ce que vous avez justement, quand vous regardez, de la nostalgie pour cette époque? Je crois que Patience l'action de Patience se déroule pour beaucoup en 1985, qui est le début de votre carrière quasiment dans la bande dessinée. Est-ce que vous la regardez, cette période, avec nostalgie? Est-ce que vous l'avez regardée avec nostalgie quand notamment vous avez fait toutes ces rétrospectives? The actual year where the action of Patience takes place is 1985, more or less the year where you started your own career. And do you feel any type of nostalgia for that precise time? It was an awful time. I mean, it was a great time to do underground alternative comics, because the culture was so monolithic. There were only the mainstream culture. You got books, movies, comics, all very mainstream, and it was almost impossible to find any alternative to that. And so when we started doing these, American underground-ish comics in the 80s,
people responded to them so intensely because there were just nothing at all like that. Now, you know, television has progressed to the point where it's almost the same level of, you know, censorship as the comics were back then. It's much easier to find, you know, now you can find anything, obviously, but it was, you know, it really felt like we were speaking from the wilderness. Oui, bah, c'était une époque atroce, mais en même temps, parce que tout le comics mainstream, et il n'y avait pas d'alternative à l'époque. C'était extrêmement formaté. Et par contre, du coup, c'était une époque extraordinaire pour pouvoir proposer une alternative underground. Et voilà, quand on est arrivé sur la scène, nous tous qui faisions ces bandes dessinées un petit peu underground, un petit peu alternatives, mais en tout cas avec une proposition radicalement différente, il y a eu un engouement immédiat donc, et massif. Parce que justement, on en est arrivé à l'équivalent aujourd'hui pour la télévision où il y a cette forme de censure ou plutôt une seule solution formatée et massive, donc où il y a des choses à faire aussi. Mais, donc c'était une époque intéressante, c'était pas de la nostalgie de l'époque elle-même, mais de ce qu'on a pu faire pour la contrer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus formaté aujourd'hui. Même la bande dessinée est formatée, selon vous? You'd say that today the comic books and the media are generally more leveled, formatted than they were back then. It's even worse today. I'm not quite sure. I'm sorry, no, you're not quite sure? No. I mean, no, the question, what do you mean leveled? That is that there's more or less everything. There's no alternative today either to what you're speaking about. I think there's just everything. You know, it's just, there's the range of every possible thing, and there's so many different comics that you could be interested in a really specific comic and not know anything about the history of comics or anything like that. You could be completely devoted to comics without knowing about 90% of it. And when I was starting, you knew every single comic. Donc c'est plus un phénomène aujourd'hui de saturation. Il y a tellement de bandes dessinées différentes qu'on peut très bien se passionner pour un type de bande dessinée sans connaître tout le reste, 90%, ni connaître l'histoire de la bande dessinée. À mon époque, quand j'ai commencé, on connaissait la totalité de la BD. C'était on a vu un peu le même cas pour le cinéma, c'est-à-dire que par exemple en France, les grands auteurs de la nouvelle vague connaissaient tout le cinéma. C'est-à-dire que pour être révolutionnaire dans le cinéma ou dans son art, on connaissait ce qu'avaient fait les gens qui étaient venus avant nous, et là on pouvait réinventer. Vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, il y a un manque de culture aussi dans le milieu de la culture du comics aussi, un décrochement culturel de la part aussi des auteurs de comics eux-mêmes. It was more or less the same thing in cinema at the time when the French directors of the Nouvelle Vague arrived. They could actually be an alternative and be revolutionary, groundbreaking, because they knew they had seen all the films that had preceded them. And would you say that today there's also a lack of culture, simply, of not knowing what was done before? Even the past, yeah. I think, no, I see that a lot, because I think it's just overwhelming. And I also think there's that sense that you can just always go on Wikipedia and learn about something that day, and it's not part of you the way it was when I was younger. But it's funny, I think I've thought about our generation of American comic artists in relation to the Nouvelle Vague, and I always think, like, am I, Claude Chabrol, am I Godard, who am I in that? I never figured that out exactly, which is probably good. Oui, effectivement, je vois beaucoup de ça, le fait qu'aujourd'hui on peut cliquer sur Wikipédia et avoir une connaissance approximative d'un sujet et ne pas aller chercher plus loin. Et c'est intéressant que vous souleviez la comparaison des réalisateurs de la Nouvelle Vague, parce qu'on s'y est comparé nous-mêmes, notre groupe, et je me suis toujours demandé qui j'étais, Chabrol, Godard, qui étais-je là-dedans, et j'ai toujours pas trouvé. Truffaut pour les jeunes femmes. Oh, for the ladies, Truffaut. Parce qu'il y a cette part aussi qui est très 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 importante. Le thème aussi dans votre œuvre, c'est l'adolescence,
c'est cet âge aussi de transition, notamment dans Ghost World. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet âge, appelons-le âge au sens large, hein, peut-être un âge d'or ou un âge de fer, qu'est l'adolescence? Yeah, on the theme of women and especially teenagers, with Ghost World, which is not exactly an age, but maybe a transition, a passage. And what is so fascinating to you about that precise moment, that where Golden everything's age, shifting? Is it a golden age, an iron age? You mean to be at that particular age? Yeah. Yes. Yeah. Teenager. Teenage. It's, you know, it's that, I feel like it's the age at which you decide officially who you are, you know, or at least it used to be when I was that age. You can be many different things when you're under 18 or so, and then when you kind of go off to college and you know, become somewhat of an independent adult, that's when you have to really kind of say, okay, I am this. And now I feel like that age has moved much later. It's, you know, people in their 30s are still, you know, kind of experimenting with who they are. But certainly when I was the age of the girls in Ghost World, I felt like, okay, I can abandon all the stupid mistakes and things that I tried out as a younger man and become myself. And that's, I feel like that's when I began to be the very earliest version of who I am now. Donc effectivement, c'est l'âge où, pour la première fois, on décide exactement qui on va être parmi l'infinité de possibles. Et en tout cas, à mon époque, c'était à 18 ans, à l'âge un peu plus vieux, à l'âge à peu près qu'ont les adolescentes de Ghost World, juste avant d'aller en université, où on se disait, bah là, il va falloir que je devienne qui je vais être. Alors que cet âge, aujourd'hui, semble avoir quelque peu reculé. Hein, c'est le côté génération de Tanguy, où à 30 ans, les gens sont encore en train de se demander qui ils sont. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, à mon époque, c'était cet âge-là où je suis devenu, en tout cas en partie, qui j'allais être. Et pourquoi justement avoir choisi des jeunes filles pour traiter cet âge-là particulièrement? Parce que vous avez des héros qui sont souvent masculins, Wilson, tous ces personnages, David Boring, ce sont des personnages masculins. Pourquoi avoir choisi finalement des jeunes femmes, des jeunes filles, pour traiter justement cet âge particulièrement? And why in Ghost World choose two girls as heroines? You have a lot of masculine heroes like David Boring, Wilson. Why choose two young girls? Well, at the time, I had finished my first book, Like a Velvet Glove, Cast in Iron, which is about a male protagonist, and I had done a lot of short comics which sort of just featured myself, or characters that were very clearly myself, and people just kept comparing me to the characters in my comics, saying, "Oh, it's just you," and I was saying, "No, they're not really. They just have little parts of me." And I thought, well, I want to do characters that are very close to myself, and the only way I could get away with that is to think of what's the opposite of me. So I'll make them teenage girls. Once years ago, somebody transcribed an interview with me and said, "You talk exactly like a teenage girl," and I had to admit that it was true. And so I thought, well, I should just use that ability to my advantage. Donc, à l'époque, j'avais fait mon premier livre que vous avez là, donc comme un gant de velours pris dans la fonte, dont le protagoniste principal est masculin, et j'avais sans cesse des remarques, en fait, c'est vous. Ce personnage, donc et ça m'agaçait quelque peu, et donc je voulais vraiment créer des personnages qui me ressemblent, mais de ne plus avoir ce type de remarques, et donc j'ai cherché ce qui était le plus à l'opposé de moi tout en étant proche, et donc j'ai choisi deux jeunes femmes. Et à un moment, d'ailleurs un peu plus tard dans une interview, on m'a dit mais vous parlez exactement comme une adolescente, et je dis ouais, voilà, oui. Alors comment vous avez fait, Daniel Clowes, pour avoir justement ce savoir si particulier sur l'adolescence, sur les adolescentes, puisque vous venez de nous dire qu'on vous dit que vous parlez comme une teenage girl. Est-ce que vous observez beaucoup justement ces jeunes gens? Comment vous travaillez pour rendre aussi bien justement les complexités, les abîmes parfois, les difficultés de choix qui sont inhérents à cet âge qu'est l'adolescence?
So since it was said that you spoke like a teenage girl, how, in terms of working in the field, do you actually get all this knowledge of teenagers, teenage girls? How do you, what's the process actually of your work? Are you really observing people a lot? Do you go out in the streets, I don't know, in cafes, bars, and look at them? How does that work? Yeah. Let's not get into that. No, you know, I wrote that book when I was much younger. You know, now I wouldn't feel comfortable writing about a 18-year-old now that's set in the modern world. I'd feel like it was dated in some way unless I made them a sort of willfully nostalgic weirdo. And even Enid and Rebecca are that to some degree. They weren't even up to the technology of 1993 when I began that story. But I try not to, you know, think of collecting information on characters, because then it becomes very self-conscious. I try to, you know, just sort of live my normal life and go through my normal days, and I feel like some part of my brain is sifting through all this, you know, the way people speak and the way, you know, when you get to a certain age, you tend to group people together into different categories and things like that, and then the characters just appear on their own, and they're either real or they're not, and I can't control that in any way. J'étais beaucoup plus jeune quand j'ai écrit cette histoire, dont je ne m'y risquerais pas aujourd'hui de parler comme ça de gens de cet âge, sauf si vraiment il y avait un personnage particulièrement justement un peu geek nostalgique. Donc là, ça fonctionnerait peut-être, mais même encore... Non, ce que je fais, simplement, je vis ma vie le plus normalement possible, mais une partie de mon cerveau est en train de passer en revue les différentes personnes possibles, la manière qu'on a aussi à un moment de regrouper des gens par catégorie, de voir, et de là naissent tout naturellement les personnages. Donc ça s'est fait comme ça, tout simplement. Alors on a à l'écran justement, on peut dire que Ghost World est une œuvre importante. Pas seulement, évidemment, parce qu'elle a été adaptée au cinéma, je pense. Enfin, on peut poser la question, d'ailleurs. Est-ce que vous estimez que Ghost World est une œuvre particulière, à la fois dans votre carrière, pour le démarrage vraiment, ou la transformation d'une certaine façon de votre carrière, ou alors est-ce que vous le considérez comme une œuvre, finalement, à peu près au même titre que les autres? Ghost World, do you consider that it was a really important book in your career, and not only because it was adapted on screen with your script? Do you think it was a really groundbreaking moment, that book that really started something for you in terms of your work, mostly? Well, yeah, to some degree. I mean, it's certainly a book. It's probably the only book I've ever done that just has a life of its own, and people respond to the book and the movie without having any idea who I am. You know, I'm separate, and they like those two girls, sort of without even thinking about me. And there's, you know, it's you know, it's something that keeps appealing to readers of the age of the two characters, which I find incredible, because it's almost like it's set in Victorian times as much as it relates to modern teenagers. There's no texting, they don't have a computer of any kind, you know, it's just a whole different world. They use a dial phone, things like that, you know, and so, but people still seem to feel some connection to it when they get to a certain age. So that's just immensely gratifying. Ben en fait, c'est le phénomène que ce soit le seul de mes livres en fait qui ait une vie propre, voilà, auquel les gens vont penser, que ce soit d'ailleurs pour la bande dessinée, pour le roman graphique, comme pour le film, sans penser à moi, voilà, sans le relier à ma personne. Et c'est vrai que c'est ce qui est particulièrement agréable pour moi, c'est que des gens de l'âge de ces deux filles continuent encore aujourd'hui à apprécier ce roman graphique. Donc ça, c'est la meilleure récompense possible.
sur ce plan-là. Et pourtant, c'est comme si elles étaient à une époque victorienne. Voilà, il y a pas de texto, elles ont un téléphone à cadran. Et pourtant, malgré tout, aujourd'hui, ça prend encore, ça touche encore cette génération-là. Donc ça, c'est fabuleux. Donc ça prouve vraiment qu'il a une forte expérience de l'adolescence, qu'il arrive vraiment à special knowledge about adolescence. So you have actually an intense special knowledge of the teenage world, which explains the ongoing success. I don't know. I mean, it was certainly a painful time for me, and I think I was hyper focused, just trying to survive it. So it's it's like a post-traumatic, it's a trauma diary of my experience. Donc oui, c'était, je m'en souviens très bien, c'était une période horrible pour moi, terrible, et j'y ai survécu, mais ça a été particulièrement difficile. Donc forcément, j'étais très focalisé, très concentré sur mes problèmes à l'époque, donc forcément, ça se retranscrit. Alors précisément, vous nous avez dit tout à l'heure, Daniel Clowes, que l'adolescence était le moment où on décide qui on va être. C'est le moment vraiment de quel homme je veux être à cet âge-là précisément. Vous, dès l'adolescence ou même avant, c'était devenir un auteur de comics ou d'autres choses. On sait que vous êtes aussi intéressé par le cinéma. Est-ce que c'était être un artiste et peu importe le médium, ou vous aviez décidé que ça serait forcément dans la voie du comic books? You said earlier on that it was when you're a teenager that you decide who you are going to be. And at that age, did you take the conscious or semi-conscious decision of that you wanted to be an artist, first of all, but you're interested in movie making as well, in cinema? Or was it really that you decided you wanted to be a comic book artist? Was it that specific? Well, I'm not speaking for myself when it came to that, because I decided I wanted to be a comic artist when I was about 3 years old. I used to actually draw my own comics before I could read and put little marks in the word balloons because I couldn't actually make letters, So it was part of it was like the earliest language I understood. And so that's all I ever wanted to do. And working in anything, movies or any of that other stuff, it's all just sort of a fun hobby, but comics is that's my life and the thing that's important to me. And when I was 18, I think I decided what kind of comic artist I wanted to be. I think before that, I was interested in, Marvel superheroes and all kinds of stuff that I read growing up. And I think at that age, I decided I want to do my own personal, comics that nobody will read. En fait, personnellement, c'est à l'âge de 3 ans que j'ai décidé que je voulais être un auteur de bande dessinée, puisque je faisais mes propres bandes dessinées. Et dans les bulles, je mettais des traits puisque je ne savais pas encore écrire. Donc on peut dire que c'était vraiment mon premier langage. Et j'ai voulu être un artiste de bande dessinée tout petit. Ce que j'ai décidé à 18 ans, c'était par contre quel type d'auteur, de quel type de bande dessinée je voulais être l'auteur. Et parce que jusque-là, j'aimais les super-héros Marvel et autres. Et c'est à 18 ans là que j'ai décidé que j'allais faire mes propres bandes dessinées très particulières que personne ne lirait. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il vous arrivait de lire des comics seulement, quand on parlait de Steve Ditko, en regardant seulement le dessin et en oubliant l'intrigue, les dialogues. Vous trouvez vraiment que c'est pourri à ce point, niveau scénaristique? Okay, so it's getting heavy now. You were saying earlier on that when you looked at Ditko or Kirby's work, that you could actually look at those pages without reading the text, without caring about the plot, about the dialogues, about whatever. Do you really find the script writing that terrible in those books? No, but and I loved it as a kid. Now I look back, especially at the Jack Kirby Fantastic Four comics, and there's so much dialogue in every panel. They're just blah blah blah. Every character says something, and it's
that would drive me insane if I were Jack Kirby drawing these. You know, he just has everybody jabbering away. But no, I loved the whole feel of those comics as a kid. But you know, now that I'm looking back at it, reading them at my age, it would just diminish it. It would just, because the images are so incredibly beautiful and powerful and works of art, and the dialogue is fine for comics, and they fight each other, I believe. Oui, en fait, non, pas du tout. C'est pas si mauvais du tout. C'est simplement que et j'adorais ça quand j'étais ado. Je les lisais et je m'en régalais. Mais maintenant que je regarde un petit peu en arrière, je vois ces planches et les bulles de dialogue, mais sont pleines de... et ça me rendrait fou si j'étais Kirby de devoir dessiner autour de ça. Et c'est sûr que je ne voudrais pas, en gros, les relire maintenant pour ce qui est de l'histoire, parce que ça les diminuerait. Alors que ces images ont une force, une vitalité, une puissance extraordinaire. Ça continue. Et bon, les dialogues eux-mêmes ne sont pas mal, donc il y a une sorte d'équilibre entre les deux. Mais bon, c'était vraiment super bavard, quoi. Mm-hmm. Alors justement, le super-héros, vous avez fait une bande dessinée de super-héros à votre façon, avec le rayon de la mort. Donc, pourquoi vous avez eu envie justement à un moment donné de faire franchement une bande dessinée de super-héros à votre façon, avec un ado aussi qui a des super-pouvoirs? Qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là avec le rayon de la mort? As we can see behind here, you decided to do your own with the Death Ray, with your own superhero. Why? Why did you go about that? At the time, I was trying to. Didn't really have an idea for a comic at the time, and I thought, what is the stupidest thing you could do? And I thought, well, that would be to do a real life superhero comic. That's just like, if anybody ever told me that's what they were doing, I would say that is the dumbest idea. You should never do that. And once I realized that, I thought, well, I have to do that. And so the Death Ray was actually a character I made up when I was a teenager, after I read Steve Ditko's Spider-Man, and thought, oh, I'll rip that off, and invented that costume that's obviously very close to Spider-Man, and so I tried to imagine myself at that age, the age I came up with that character, turning into a superhero, and what an awful, immoral person I would have been, and what a terrible debacle that would be. Ben, en fait, à l'époque de la conception de ce livre, je n'avais pas d'idée pour un roman graphique, et je me suis dit, mais quelle pourrait être la chose la plus stupide que je puisse faire? Et je n'arrêtais pas de voir des gens qui me disaient, bah voilà, j'ai fait un comic de super-héros et tout, mais c'est le truc le plus débile que tu puisses faire. Et donc tout d'un coup, ça a fait le tilt, et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je dois faire. Donc c'est parfait. Et en fait, je me suis rappelé quand je lisais donc le Spider-Man de Steve Ditko à l'époque, donc le rayon de la mort, Death Ray, c'est un personnage que j'ai inventé quand j'étais adolescent. J'ai lu le Spider-Man de Ditko, je me suis dit c'est génial. Bon bah allez hop, je vais piller ça, je vais le voler. Et là aujourd'hui, évidemment, à l'époque de Death Ray, pardon, c'était la chose absolument à faire. Donc, mais avec évidemment ce regard a posteriori. Le thème justement de l'adolescence chez les super-héros est très important également. Il y avait Chris Claremont qui est invité, qui est présent au Festival d'Angoulême, c'est un invité aussi exceptionnel. Et lui a beaucoup traité justement de cette question de l'adolescence chez les X-Men. Justement, est-ce que ça vous a touché aussi, cette adolescence ou pas? Yeah, that the theme of adolescence among the superheroes is a theme which has been used repeatedly, and Chris Claremont with the X-Men did that. He's one of the guests of the festivals. So, what is your take on that? We'll come just 5 minutes. I've never read a Chris Claremont comic in my life. Can organize a meeting. I was, I was probably 17 or 18 when those started to come out, and I was already into Robert Crumb. Donc, à l'époque, j'ai jamais lu un comic book de Chris Claremont de ma vie, et quand c'est sorti, j'avais 17-18 ans et j'étais déjà sur du Robert Crumb, donc pas du tout là-dedans. Alors, vous avez mentionné Robert Crumb, je pensais à quelqu'un aussi qui a commencé
réinventé la bande dessinée comme vous avec votre revue. Lui, c'était Raw, c'est Art Spiegelman. Est-ce que ça a été une influence, un rival? Est-ce qu'il a contribué aussi est-ce que c'était une source d'émulation en ce moment où il fallait révolutionner, redéfinir ce que c'était que le comic? Another maybe possible either influence or rival at the time was Art Spiegelman with Raw, who was trying to do similar things, similar experimentations, maybe different, but I mean going the same direction. What was he an influence? Was he a pain? What was the? Is he here? Not this year. They're all lined up with Chris Claremont, Art Spiegelman. They're all there. No, Spiegelman was and is a huge influence. I mean, I think he's the best thinker there's ever been about comics. He had a book a few years ago of his interviews, and I think it's maybe the best book ever about what comics really are. I mean, he's so smart in thinking and talking about that stuff. And yeah, I was a big fan of Raw back in the day. I did a sort of a negative comic about Raw in one of my early comics because I was so deeply pained that I knew I would never be good enough to be in Raw at the time. So it was really my revenge, but it was based on pure envy of what they were doing and all the amazing artists in Raw. And most of the people in that magazine are among my favorites of all time. Bah oui, Art Spiegelman était et reste, demeure une influence majeure. C'est pour moi probablement le plus grand penseur du monde de la bande dessinée. Il a fait récemment un livre d'interview qui est peut-être la réflexion la plus intéressante qui ait jamais été faite sur le médium. Donc oui, bien sûr, je lisais Raw à l'époque et j'en ai même fait une sorte de parodie dans l'un de mes comics et qui était fait uniquement à partir de cette envie, parce que je savais que je ne serais pas assez bon pour être admis dans Raw et donc j'ai dessiné ça par dépit. Justement, vous parliez de Rao comme modèle, peut-être un peu écrasant d'ailleurs, au point que voilà, on se demande un moment si on est vraiment fait pour ça. Vous, à votre tour, vous êtes devenu un modèle aussi pour d'autres dessinateurs. Je pense à Adrian Tomin, avec qui je crois vous avez des relations. Voilà, vous avez eu des relations à un moment donné assez privilégiées. Je crois qu'il vous a pas mal consulté. Comment est-ce que vous voyez maintenant peut-être justement comme un passeur ou comme quelqu'un qui va peut-être accompagner d'autres auteurs? Well, you were speaking of Raw as a major influence and maybe an extremely monumental reference at the time. Now you, in turn, like Art Spiegelman, have become a reference for others, namely Adrian Tomin, who consulted you on various occasions. How do you feel about this idea of actually passing on the torch of transmission? Is that something important, giving advice to young artists? Is this something that you are really interested in? Or being like Steve Ditko and close your door. Yeah. Yeah, I'm probably more like Ditko than I would like to admit. But well, you know, when I first met Adrian, we just became friends. I was amazed how talented he was at the young age. I met him when he was, I think, 19 years old. And he was just a natural. And I had spent my whole, youth trying to figure out just the basics of how to draw comics. There were no schools, there were no books, nothing. You had to figure out, I didn't even know what kind of implement was used to ink the comics. And so here was somebody who wanted to know all these things, and I felt like I'd gone through all this hard work, and now I can pass it along to somebody and save them the effort. So it was very gratifying to have that. But I haven't had that too many times in my life. Mostly people work in very different ways. Mostly when I meet young cartoonists and see the way they work, I'm baffled by what they're doing. It's more like I would have to learn from them how they work than the other way around. La plupart du temps aujourd'hui, quand je rencontre des jeunes artistes, auteurs de bande dessinée, je suis souvent absolument ébloui et j'ai l'impression que c'est plutôt moi qui pourrais apprendre d'eux que l'inverse.
avec Adrien Tomine, quand je l'ai rencontré, on est devenus amis quand il avait 19 ans, et c'était quelqu'un qui avait un talent naturel extraordinaire, et je me suis rappelé comment moi, à son âge, j'ai vraiment dû me battre simplement pour comprendre les bases de mon art. Je ne savais même pas au départ quel était l'outil utilisé pour ancrer, donc il a fallu vraiment que petit à petit, de manière extrêmement laborieuse, j'apprenne tout cela, et là, de pouvoir aider quelqu'un d'aussi naturellement doué, de lui éviter d'avoir à subir voilà, ce passage douloureux, pour moi c'était très gratifiant, donc c'était fantastique. On a parlé de Ghost World au cinéma. Alors vous avez une relation au cinéma qui a été ensuite poussée avec Art School Confidential, donc, qui était dans 8 Balls et dont vous avez fait un film avec Terry Zwigoff. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le cinéma? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le cinéma? Souvent, il y a beaucoup de dessinateurs, notamment en France, qui passent de la bande dessinée au cinéma. Quelle relation vous trouvez entre les deux arts? Qu'est-ce que vous trouvez en fait comme point commun, par exemple, et qu'est-ce que vous trouvez dans le cinéma que vous ne trouvez pas dans la bande dessinée? Well, you have a relationship with cinema, so we spoke earlier of the adaptation of Ghost World, and there's Art School Confidential, which was an 8-ball adapted by Terry Zwigoff. What is your exact relationship? What do you find in this other medium, in cinema? What interests you there? What's your relationship to it, really? Well, it's funny, when I first decided to sort of get involved in the movies, I thought, I spend all my time in a room working by myself. Nobody has any input whatsoever on what I do in my comics. It's purely solitary, like being a painter or something. And I thought it would be great to be collaborative, work with other people, kind of feel that kind of camaraderie and connection. And as I got involved in these films, I realized that nobody wants a writer around. You're banished from making the movie. And so it wound up being another job where I'm sitting in my room typing a script. So it's almost the exact same thing. But it's very different than writing a comic or drawing a comic. And it's not as satisfying in any way because I have a very clear vision in my head when I'm writing what a movie might look like, and it's going out to somebody else who's going to then interpret that and change everything around. But I also really kind of love that. I kind of love to see the work reflected back and see, how it turns out. But it's as I say, it's more of a hobby than a career. I don't think of it as I don't feel that's my life's work. It's something I enjoy doing, and it's a great way to kind of separate myself from doing comics for a while. Au début, ce que je recherchais dans le cinéma, c'était quelque chose de différent au métier de dessinateur de BD, qui est extrêmement solitaire. Voilà, on se retrouve face à sa planche, on passe des heures seul, 18 heures, on disait tout à l'heure. Donc, on boit beaucoup. On boit beaucoup. Drink a lot. Oui. Et en fait, je me disais que dans le cinéma, ce serait chouette de faire quelque chose de collaboratif, qui ait cette émulation, qui ait ce travail collectif fantastique et tout. Et en fait, je me suis assez rapidement aperçu que personne ne veut du scénariste sur le plateau. Donc, je me suis retrouvé à nouveau dans une chambre seule, à peu près dans le même état que lorsque je faisais de la bande dessinée. La deuxième chose, c'est que forcément, il y a une part de perte dans le cinéma qui est que quand j'écris une histoire, que ce soit pour la bande dessinée ou pour un film, j'ai une vision extrêmement claire de ce que cela va donner. Or, au cinéma, cette vision va être réinterprétée par le réalisateur, donc qui va forcément changer la vision que j'en ai. D'un autre côté, c'est intéressant également d'avoir ce reflet un petit peu différent, ce retour différent, cette réinterprétation. Donc, c'est aussi enrichissant. Mais pour moi, ça restera toujours un hobby. Ce n'est pas, c'est pas mon œuvre au même titre que la bande dessinée. Alors, il y a quelqu'un pour lequel le cinéma n'est pas un hobby, enfin c'est un peu plus qu'un hobby, c'est cette actrice qu'on reconnaît ici à gauche, que Ghost World a révélé. C'était vraiment un des tout premiers films où on l'a découverte, c'est Scarlett
Johansson. On l'a vu récemment prendre la parole publiquement, notamment réclamer pour les femmes de son pays, pour les femmes américaines, les mêmes droits à l'avortement, les mêmes droits à la santé. Un petit peu effrayée, elle était, comme beaucoup de femmes aux États-Unis, par le sentiment d'un retour en arrière que pourrait peut-être déclencher le nouveau président des États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette Amérique qui se dessine aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump? Est-ce que c'est une Amérique qui vous inquiète ou est-ce qu'au fond, vous vous en accommodez assez bien? Ici, en France, en Europe, on a tendance à diaboliser. On l'aime pas beaucoup, Trump, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle Amérique là qui apparaît? Well, recently, for the link to the movies, Scarlett Johansson, this was one of her first films, and it really brought her out into the open, and she now has made a career in cinema, and has spoken out recently on behalf of women for equality of rights, on every possible subject, abortion, absolutely everything else. And of course, she appeared scared, as many women and minorities in America, considering that there's now a new president in office, Donald Trump. And what is your outlook on this new America? Is it something that you're really radically opposed to, that you will probably react to in your books, or do you accommodate yourself with it? It's his question. Yeah. Sorry. It's unfathomable. I mean, it's exactly something I would have written about in one of my early comics as a just demented fantasy of the world's worst possible future. And to see it actually happen, to see it's so deeply embarrassing and painful and horrifying, and every word I can describe. And I really feel like in previous times, as much as we hated Ronald Reagan or George Bush, I never felt the need to directly address anything in my comics. I thought it was more to live through the times and assimilate my feelings about these things into my work and have it come out in these kind of subtle ways. But with this current nightmare, I feel like I'm thinking constantly about how would be the best way to address this. I don't want to say the obvious things and just sort of, hold up a sign that says the things we all know. I want to try to do something that actually, causes him to kill himself or something. Just something that would have a profound impact on at least the way I'm processing it, because it's beyond comprehension in many ways. M'en accommoder, non, pas vraiment. C'est un puissant fond, c'est une horreur absolue. C'est tout à fait le genre de scénario catastrophe que j'aurais pu écrire dans mes premiers livres. Et c'est un cauchemar, c'est embarrassant, c'est horrible. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment le pire scénario catastrophe qu'on ne pouvait vraiment pas prévoir. La réalité dépasse la fiction. Et donc, pour la première fois de ma vie, je m'aperçois que, bien sûr, je n'ai pas aimé Ronald Reagan, George Bush, mais à l'époque, dans mes romans graphiques, je me contentais d'infuser en quelque sorte l'air du temps et de laisser ressortir d'éventuelles critiques sur le plan sociopolitique de manière plus subtile. Et là, pour la première fois, le cauchemar est tel que j'en viens pour la première fois à me demander, mais comment, via mes romans graphiques, comment via la bande dessinée, je peux m'attaquer à ce problème, m'élever contre ce cauchemar en question, peut-être écrire un livre qui le pousserait à se suicider. Donc, mais c'est vraiment le pire scénario catastrophe qui puisse se concevoir.
I said cauchemar many times, I can tell. Yeah, it's a nightmare. Ouais. On va s'arrêter sur ce cauchemar. Et on va passer la parole au public parce que vous êtes très nombreux et j'imagine que vous avez des questions à poser à Dan Clowes. Je vais faire passer le micro. Hello. First of all, thank you for meeting with us. It's okay. My question is sort of general, but I will explain it a little bit. And it's, what is your relationship to realism? I'm thinking in terms of visual arts, like painters like Hopper or someone like Dwayne Hanson, the sculptor. I don't know if you're familiar with him. Mm-hmm. But was that an influence, for example, when you were still an art student? And do you consider yourself to be a realist artist in comics? And what does it mean for you to be a realist comic artist? Yeah, I'll just translate for the Oui, la question porte, j'espère que j'ai bien compris, sur le réalisme dans les arts visuels. Et quel était votre sentiment sur les réalistes comme Edward Hopper, c'est ça? J'ai pas entendu le deuxième. Oui, Hopper. Oui, voilà. Et est-ce que vous considérez comme un artiste réaliste, c'est ça? En gros, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est bon. Non, très bien. Ok. I wouldn't say I'm necessarily interested in realism. I think Dwayne Hanson is a great artist, and I think that's a very interesting, focus to think of myself through imagining, what I do through what he does. I mean, I'm certainly trying to be absolutely truthful emotionally or in terms of how the characters interact. But not necessarily in a way that depicts exact realism. I think realism is something that's very difficult to pull off in comics, and it tends to be it would tend to be too dull. I like to condense everything so that there's not a lot of the sort of the awkward moments and pauses that you have in real life. Just the kind of space. I like to have something kind of going on at all times. But I'm certainly interested in getting at the truth. That's kind of my only interest. Voilà. Plus que le réalisme en soi, et l'exemple de Dwayne Hanson, j'avais pas entendu le nom au départ, est très intéressant. Je vise plutôt la réalité émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire que le réalisme, aller vers un réalisme graphique, visuel, serait peut-être un petit peu monotone. Et ce qui m'intéresse davantage, donc, c'est de rester fidèle au réel, par exemple, dans le fait que les dialogues entre les personnages, c'est important, mais qu'également les pauses, ces espèces de pauses embarrassantes où parfois on ne sait pas quoi dire ou autre, c'est également important d'être fidèle à ça. Donc c'est plutôt un réalisme émotionnel des sentiments, des échanges que je vise plutôt qu'un réalisme vraiment graphique. Okay, thank you very much. Bonjour. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensiez des écoles des beaux-arts et des étudiants des beaux-arts en général. Je suis dessus. So what is your opinion on the fine arts and the student of fine arts schools? I love them. Je les adore. As with every field, there are the top wonderful things that are life-changing and important, and then there are a lot of things that are below that and not that. And I have great sympathy for people who are trying to work in that field and trying to honestly create art that they feel is valid and expresses themselves. And I really do wish them all the success in the world, because I would love to see what they do. But I also think there's a lot of sort of political
things going on in that world where you have to do things that aren't necessarily about the work itself, but have to, you know, sort of, you know, get involved in the gallery scene in a certain way that maybe is not conducive to creating great art. That's all I'll say. Donc, comme dans tous les domaines, il y a du très bon et du nettement moins intéressant. J'ai un profond respect pour les gens qui, dans les beaux-arts, s'efforcent d'arriver à un certain niveau de qualité et d'honnêteté, d'exprimer qui ils sont, et je leur souhaite tout le succès possible dans ce domaine. Le seul problème, c'est que dans les beaux-arts, il y a cet aspect politique qui consiste très souvent à jouer le jeu des galeries qui n'est pas forcément l'environnement le plus intéressant pour être créatif. Voilà. Hello. One of the things I find striking about Patience is that you can kind of tell that it's the first graphic novel you've sort of created as a graphic novel, and you can sort of feel how you're sort of stretching yourself over the pages, like big double page spreads and stuff like that. How conscious were you of the difference between doing something that was serialized and sort of condensed, and then doing something that was supposed to be a lot of pages, and did you have sort of specific models for approaching that form? Just translate. Donc là, j'ai profondément conscience que donc Patience est votre première tentative réelle de faire un roman graphique, c'est-à-dire quelque chose de non sérialisé. Voilà, une histoire d'un bout à l'autre avec beaucoup de double pages, donc un découpage différent, etc. Est-ce que vous avez eu des modèles pour parvenir à effectuer ce travail et donc quel a été le processus en gros pour le réaliser? Well, yeah, thank you. Prior to Patience, I've always tried to condense everything. I've always tried to take out as much as I could. I like that. I like the feeling of getting rid of things and paring everything down to just the essential material. And with Patience, I decided I wanted to try to do something that was kind of the opposite of that, to give myself as much space as I wanted, to keep expanding the story visually. And I was somewhat influenced by some of the children's books I had read to my son, where they would combine comics, but then you would turn the page and there'd be a big 2-page spread, and it was much more kind of, there was a certain kind of freedom to these books that wouldn't even be called comics, really, that I felt I could make work in one of my books. I like the idea of you know, you have no idea what's going to happen when you turn the page. I think there's a great joy in reading something like that, where you have that surprise. It's not just the same visual grid over and over. Donc merci d'abord, et ensuite c'est vrai que jusque-là j'avais une tendance à essayer de tout condenser dans mes livres, à arriver à une sorte d'épuration qui faisait qu'on restait vraiment sur l'essentiel. Avec Patience, j'ai essayé de faire quelque chose de radicalement différent, inverse presque, de me donner toute la place et tout le temps de développer une histoire. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était la surprise possible du lecteur en tournant la page, ne pas savoir à quoi s'attendre. Et en cela, j'ai été inspiré par les livres pour enfants, la littérature jeunesse, les livres pour enfants que je lisais à mon fils. Voilà. Où à un moment, on pouvait passer sur quelque chose qui ressemblait presque à de la bande dessinée, puis après on tournait de la page, il y avait de l'écrit où il y avait une grande double page, donc on ne savait jamais sur quoi on allait tomber à la page suivante. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu expérimenter avec Patience. Hello, Mr. Clowes, here. Je vais poser la question en français. Vous avez parlé par rapport aux comics américains, la BD américaine, il existe plus ou moins 15 ans des relais entre les auteurs. Vous parlez que de la période des comics EC, ici Comics
15 ans après, il y a eu un peu la révolution du comics avec Robert Crumb. Ensuite, il y a eu 15 ans après une autre espèce de génération, par exemple avec les frères Hernandez. Ensuite, 15 ans plus ou moins après, il y a eu votre génération. Ma question est, à votre avis, aujourd'hui, c'est laquelle, au niveau des auteurs, des comics américains, cette génération d'aujourd'hui? Okay, so I hope I got this right. I think that this gentleman was saying that every 15 years or so there was a new generation who'd try to reinvent comics. Just before you, there were the Brother Hernandez, Love and Rockets, I suppose it's referring to. And after you came along, and it seems that every 15 years there's a rejuvenation of all this, or a kickstart, or whatever you call it. And who for you would be the new generation now of comic book artists? Well, I probably don't know even the actual new generation. You know, they're hiding out there. But there are certainly a lot of artists who are, you know, 20, 25 years younger than I am, who I love. You know, there's festival guest Simon Hanselman. You know, he's seems like an old man in spirit somehow, even though he's much younger than I am. There's people like Lisa Hannawalt and Michael DeForge and God, I actually don't even know how old most people are. You know, it's once they're 10 years younger than you, they're just children anyway. So. En fait, je risque de ne pas connaître réellement la génération de demain. Ils sont là, dehors, ils sont cachés, ils font leur truc. Non, il y a des gens, oui, effectivement, qui ont 20, 25 ans de moins. Donc, oui, que j'admire beaucoup. Il y a entre autres Simon Hanselman, qui d'ailleurs est invité du festival et intervient demain, il me semble. Donc, et des gens qui, oui, vraiment fournissent un travail intéressant. Enfin, il y en a plein d'autres. Sorry, besides Simon, who was it? Yeah. I think I said Lisa Hannawalt. Ouais, Lisa Hannawalt. And Michael DeForge. Et Michael DeForge, ouais, entre autres. Mais il y en a bien sûr d'autres. Et après, bah, qui semble ressortir, c'est que en fait, la génération de demain, on va bientôt la voir arriver. Donc, voilà. Bonjour, je vais poser ma question en français. On a beaucoup parlé de l'adaptation de films des œuvres de Dan Clowes, mais j'ai aussi l'impression qu'au cours de votre carrière, vous avez beaucoup repris des aspects du cinéma, en tout cas du langage du cinéma dans votre œuvre. Et je me demandais si vous pouviez nous en parler un petit peu. That we spoke earlier on of adaptations of your own work in the movies, but that also in your graphic novels, there's a lot of cinematographical language that you could see of various aspects you might have borrowed from cinema. Could you tell us about this? Maybe in terms, I believe, of framing or pacing or something else? Well, yeah, that's something I've thought a lot about. What can we borrow from cinema that works in comics? Often things don't work at all. I find when people try to get too photographic or trace photos, they tend to look very stiff. There are many comics that kind of look great, but the characters just seem like they're frozen on the page, speaking, you know, endless blobs of dialogue. I'm looking for things that we all kind of know from our many hours of sitting in front of the television watching TV. We have this visual language that we don't even think about, and I'm trying to incorporate that into my comics, but not let it dominate them. I'm trying to give them their own life. There's something. The magic to me is when a comic comes alive and you forget you're reading a comic and you're turning the pages, and there's a spark of something there. That to me is the most amazing thing when somebody can do that. En fait, oui, il y a bien sûr c'est une question sur laquelle j'ai profondément réfléchi, ce que le cinéma peut apporter à la bande dessinée. Le problème, c'est que très souvent, c'est un peu trop plaqué
sur la BD, ce qui fait que les bandes dessinées qui vont essayer d'être photographiques ou photoréalistes ou cinématographiques vont avoir tendance à figer les personnages. Voilà, dans des poses, ils sont plus vraiment vivants. Donc quand on essaye un peu trop fort, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai essayé de prendre plutôt un langage cinématographique que nous connaissons tous, notamment par la télévision, voilà, qu'on regarde. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons tous absorbé petit à petit, et à essayer effectivement de l'infuser dans mes bandes dessinées, mais sans que ça n'y prédomine. Voilà. Tout simplement parce que justement ce qui est le pouvoir extraordinaire de la bande dessinée, c'est quand vous avez ce moment un petit peu magique où vous ouvrez les pages, vous les tournez, vous avez une étincelle et vous êtes pris dans l'histoire, et réellement comme dans un film quasiment, et ça, quand on réalise ce miracle là, c'est ça qui est vraiment passionnant. Une dernière question courte et puis on arrêtera là. The pressure's on. C'est vous, voilà, pressure, under pressure. Bonjour. Ma première question sera... Et la seule, hein. Choisissez la meilleure. Est-ce que vous avez subi de la censure au cours de votre Alors, carrière? mettez le micro... ouais. Est-ce que vous avez subi de la censure au cours de votre carrière? Were you confronted with censorship at any point in your career? You're censored. Not really. I mean, anything I've ever done for mainstream press, things like that, you know, illustrations for magazines and things, those are censored to such a degree that they're almost, you go into it knowing that that's going to happen to you. But, I mean, the whole point of my comics is I do absolutely whatever I want and can never feel any even thought of censorship except my own self-censorship. Donc en fait, non, c'est une chose quand on travaille pour des organes de presse divers et variés, magazines ou autres, il y a une censure qui s'applique à tout le monde quasi naturellement, à tel point qu'on peut ne pas forcément s'y reconnaître. Mais toute l'idée de ma bande dessinée, c'est que je sois le seul maître à bord et que je ne puisse subir de censure d'aucune sorte, à part ma propre autocensure. Oui, là, quand même, il faut qu'il précise. C'était quoi cette autocensure? Il y a des choses, quelles sont les limites Dan Clowes? Parfois vous dites non, là tu peux pas y aller. C'est quoi la limite? And this self-censorship, what are the limits of it? When and where do you say, oh come on Dan, no, this is stop this, don't go there? It's certainly not in the content. It's more to pare down the choices. You know, you're staring at a blank piece of paper, and if you let yourself be overwhelmed by the billion things you could do, you will just stare at it, you know, like staring at the sun. And I have to pare down, make rules for myself to get started, you know, keep it simple, try to make it seem like I'm just trying to get it done. Working 9 to 5, you know, finishing my job, and that seems to be the way to you know, get myself going. Donc ma censure personnelle, pas tellement les choses que je puisse m'interdire de faire, c'est plutôt que face à la page blanche et à son infinité de possibles, il faut trouver des règles pour se contenir, pour essayer de faire le boulot de manière exactement comme de 9h à 5h, quasiment un boulot de fonctionnaire du dessin, et de faire ressortir ce qui est essentiel, de cibler les priorités. Et voilà, c'est ça ma forme de censure personnelle. Merci Daniel Clowes. Merci à son interprète aussi, brillant. Merci. Romain, ouais, les petites précisions, la dernière précision. Oui, on va souhaiter quand même bonne chance à Daniel Clowes, puisque Passions fait partie des 10 finalistes pour le prix du meilleur album, pour le Fauve d'Or. Voilà, donc on va lui souhaiter bonne chance. So we're just going to say good luck for Patience, which is among the 10 last selected. Way to go. Merci à vous. I was recording you where you're talking about Trump because you might want but it stopped. J'ai fait le ménage un peu. Je voudrais qu'ils me redisent l'histoire du